Vous regardez le point du guest sur For You Media, l'autre vision du monde. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Notre invité, le docteur Yamba Timba. Vous êtes économiste, chercheur, mais aussi très engagé dans le combat panafricain. Merci d'être des nôtres, cher docteur. C'est moi qui vous remercie pour cette autre invitation et cet autre format. Alors, docteur Yamba, ce soir, on va d'abord parler d'économie. Spécialement Sango Coin, crypto-monnaie, franc CFA, ce sera l'objet de notre première partie. Ensuite, on parlera de la situation sécuritaire du côté de la République centrafricaine, mais aussi du Mali, avant de revenir sur justement votre dernier ouvrage. J'espère que je vais bien prononcer. Mbod Mbokimbom. J'aime ça. Vous débrouillez bien. Voilà, Mbod Mbokimbom. Vous aurez l'occasion, en tout cas, la réalisation, on va se charger de l'afficher tout à l'heure. En tout cas, le voici, un livre qui m'est dédicacé d'ailleurs, qui revient sur différentes thématiques telles que la problématique énergétique, la polygamie et l'homosexualité. Alors là, on va y revenir, Dr Yamba. Le livre scolaire, le franc CFA ou encore le maths comme outil de paix. On en parlera, de toutes les façons, on essaiera de revenir sur quelques points ou thèmes au pif comme ça, tout au long de cet entretien. Alors, commençons, si vous voulez bien, Dr Yamba Timba, par le Sango Coin, crypto-monnaie franc CFA. Alors, on le sait, le 25 juillet dernier, la République centrafricaine a officiellement lancé ou alors mis en vente les premiers jetons du Sango Coin, la crypto-monnaie nationale centrafricaine. Comment est-ce que vous appréhendez le projet Sango dans la sous-région Afrique centrale? Ben écoutez, je pense que c'est probablement l'une des meilleures idées qu'on ait eues en Afrique centrale depuis au moins une décennie. Tout au moins, depuis que Ruben Oumyobé, pour la première fois, a demandé l'unification et l'indépendance du Cameroun. Le projet Sango marque une rupture. Hier, Oumyobé demandait l'indépendance, c'était une rupture par rapport à ce qui s'est fait avant. Oui. Parce qu'on était tous soit des colonies, soit des pays sous tutelle, dans le cas du Cameroun. Et là, il demandait l'indépendance, c'était une rupture. Quelque chose qui demandait une configuration nouvelle de notre environnement. Oui. Le Sango Coin, le projet Sango, est une rupture par rapport à ce que nous avons connu depuis 1960. Parce que l'environnement économique ne sera plus le même, les outils ne seront plus les mêmes, la vision qui porte cela est totalement différente de ce que nous avons vu depuis 60 ans. Et c'est en cela que c'est une innovation majeure, c'est une rupture, certains diraient une rupture épistémologique, complètement. Lorsqu'on rentre dans les détails de ce projet, c'est là qu'on se rend compte que c'est quelque chose de fondamentalement innovant qui va changer le monde de l'Afrique centrale malgré contre vents et marées, contre toutes si vous voulez, les critiques et tout ce qui veut y croire, ne pas y croire, et tous les saboteurs, mais ça va réussir, croyez-moi. Alors justement, vous parlez d'un projet, on va dire quoi, extraordinaire. Allons, pourquoi pas dans ce sens, mais est-ce que c'est un projet, est-ce qu'on peut dire que voilà, c'est un projet porteur lorsqu'on se rend compte qu'on a l'impression que c'est un seul pays qui porte tout ce lourd fardeau? Vous êtes revenu sur l'histoire. Cela rappelle l'histoire africaine. Alors, est-ce que cela pourrait être porteur lorsque il n'y a pas cette synergie justement entre les États africains? Les choses commencent quelque part. Le panafricanisme a commencé avec Marcus Mais on n'a pas Garvey. l'impression que les États soutiennent la RCA. Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra, croyez-moi. À quel moment ça viendra? Au moment Est-ce que où... ce n'est pas le moment? On sait que la RCA est quand même attaquée. Il y a beaucoup de critiques. Vous êtes revenu là-dessus. S'il n'y avait rien, si ce projet était une nullité, si ce projet n'avait pas d'intérêt, si ce projet était sans importance, croyez-moi, personne n'y ferait attention. Vous voulez un exemple de choses sans intérêt auxquelles personne ne porte attention? Pourquoi pas un exemple? Ben écoutez, je vais dire, l'opposant qui a relancé la guerre civile juste avant les élections présidentielles, il est où? Qui en parle encore? L'ancien président. Oui. Personne n'en parle plus. Personne ne sait même plus, on ne sait même plus où il est, il n'intéresse plus personne. Voilà exactement le genre de choses qui n'intéressent personne. Voilà le genre de choses qui n'ont aucune valeur ajoutée. C'est pour ça que ça n'intéresse plus personne, personne n'en parle plus aujourd'hui. Par contre, pourquoi on jette les pierres sur la Centrafrique? On jette les pierres sur la Centrafrique parce que la Centrafrique règle deux problèmes
fondamentaux auxquels les pays d'Afrique centrale sont confrontés. Et ces pays d'Afrique centrale doivent avoir assez de courage, mais d'expertise aussi, pour pouvoir comprendre que c'est la voie. Le premier problème, c'est la tutelle monétaire de la France. Ouais. Les pays sont formellement indépendants, mais des trois éléments, la triptyque, le triangle de souveraineté, il y a l'élément qui permet à tous les autres de fonctionner, qui nous manque. Et toutes ces choses-là qui nous manquent, malheureusement, eh bien, comme vous le constatez, la chose qui nous manque, c'est la monnaie. Parce que on a quand même, tous les pays ont une armée, tous les pays ont un système de justice qui fonctionne, parfois, mais aucun de ces pays n'a sa monnaie. Donc, les pays se libèrent de la tutelle monétaire de la France en adoptant le Bitcoin comme monnaie légale, monnaie de référence. Et deuxièmement, règle un problème fondamental, celui de la trésorerie. La plupart de nos ministres du commerce, des finances, de l'économie en sont réduits à dire nos pays, vous savez, nous avons 2 mois d'importation, ils appellent ça le taux de couverture. Donc, nous pouvons importer tout ce que nous importons pendant 2 mois encore sur la base des réserves de change que nous avons, donc ça va. 3 mois, mais comme la règle au niveau de la BEAC est de 3 mois, donc tout le monde se bat pour avoir les 3 mois de taux de couverture. La Centrafrique dit, mais moi je ne vais pas m'embarrasser à n'avoir aucune visibilité sur ma trésorerie parce que malheureusement, je ne la contrôle pas. Donc la Centrafrique va régler le problème de la disponibilité de sa trésorerie. Ce problème vient de ce que toutes nos exportations atterrissent au fond. Officiellement, c'est 50% qui atterrissent dans le compte des opérations au Trésor de France. Mais quand vous ajoutez les taxes, les frais, les couvertures de risque, généralement, ça va entre 65 et 85%. Donc, les pays africains, en réalité, d'Afrique centrale ou d'Afrique, là où on utilise le franc CFA, n'ont aucune prise, aucun contrôle de leur trésorerie. Ce qui fait que la Centrafrique règle ce problème en obtenant, parce qu'ils disent c'est le National Digital, c'est leur système. Il y aura une banque centrale digitale, une banque centrale ou numérique, qui va donc gérer la trésorerie nationale en Bitcoin. Il y a une trésorerie nationale en Bitcoin. Donc, il va arriver un moment où toutes les exportations de la Centrafrique seront payées en Bitcoin. Et donc, ça va être géré. Parce qu'il faut faire une précision extrêmement importante. Allez-y. Le Sango Coin, c'est la monnaie nationale numérique. C'est comme ça qu'ils appellent ça. National Digital Currency. C'est la monnaie nationale numérique qui est donc utilisée à l'intérieur de la Centrafrique. Elle est basée sur la blockchain de Bitcoin. Beaucoup de gens ont dit oui, mais c'est une autre shitcoin. Non, pas du tout. Mais est-ce que ce n'est pas le cas? Non, pas du tout. En réalité, il faut comprendre l'astuce technique, mais surtout l'astuce, si vous voulez, cryptographique qui a été utilisée. Le président centrafricain est l'un des meilleurs experts en cryptographie dans le monde. Donc, vous avez ce qu'on appelle le layer 2, donc ce layer-là, et vous basez donc votre Sango Coin, qui est la monnaie nationale numérique, sur le Bitcoin, donc ça reste du Bitcoin, et vous l'utilisez à l'intérieur parce que vous avez un problème avec le volume de transactions qui peuvent être gérées à la seconde. Le Bitcoin en soi ne peut pas être quelque chose que vous utilisez directement parce que le volume de transactions est très lent, est très faible, et les transactions peuvent être très lentes parce que c'est de très gros volumes que ça peut gérer, alors que quand vous voulez acheter la tomate ou le piment, ça peut être un peu compliqué parce que c'est très lent. Donc vous créez donc au niveau d'une couche, ça c'est au niveau technologique, vous créez donc ce layer 2, sur ce layer 2, un Sango Coin qui va donc être la monnaie nationale numérique qu'on utilise à l'intérieur et qui a donc la capacité d'avoir un volume de transactions extrêmement élevé qui peut même être supérieur ou égal à ce qu'on appelle la monnaie mobile qu'on a aujourd'hui, la mobile money qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, sur le plan financier et économique, la Centrafrique a créé d'un côté, si vous voulez, une devise, donc une monnaie qu'elle utilise dans ses transactions internationales qu'on appelle le Bitcoin, qui est connu de tous, et c'est ça qui est dans la loi. Et à l'intérieur, pour protéger son économie des fluctuations du Bitcoin, de toutes les attaques que le Bitcoin va subir, mais en utilisant donc la technologie, donc la blockchain du Bitcoin, elle va donc créer une monnaie nationale qui est numérique et qui est donc, sur le plan financier, on appelle ça une monnaie binaire, donc qui est utilisée à l'intérieur du pays. C'est ça le Sango Coin
qui protège dans l'économie de la Centrafrique. C'est très ingénieux. Mais dans ce cas, si justement ce projet protège, comme vous le dites, l'économie de la République centrafricaine, comment comprendre que les institutions de Bretton Woods déconseillent l'adoption de la crypto-monnaie, comme dans, justement, parlant du projet Sangocoin dans les États du monde? Lorsque la banque naît, au 13e, la banque, disons, moderne, naît au 13e siècle en Italie, parce que ça vient du mot banco, qui veut dire le banc, les gens qui attendaient pour faire gérer leurs lettres de créance. Quand ils achetaient, ils importaient des marchandises, ils les achetaient très loin. Lorsque la banque naît, elle est confrontée à un problème, il faut contrôler, il faut pouvoir authentifier toutes les transactions, et pour cela, il faut un contrôle. Tout à fait. Le problème, c'est que le système occidental, tel qu'il a évolué au cours des derniers siècles ou du dernier millénaire, ne connaît généralement que le système centralisé qui permet un contrôle par une autorité supérieure unique. Oui. Mais après la crise des subprimes, les banques qui sont sur ce système centralisé et un système centralisé pyramidal avec un contrôle supérieur qui s'appelle la banque centrale, eh bien, ça nous a conduit à la crise des subprimes. Et aujourd'hui, il faut que les gens fassent très attention parce que la bulle immobilière, par exemple, représente près de 5 à 7 fois la bulle des subprimes de 2008. Donc, en 2008, il y a donc ce Satoshi Nakamoto, qui est le père du Bitcoin. La technologie blockchain existe, et puis il fonde donc, en tout cas, l'ensemble des technologies la plus connue, le blockchain. Il fonde donc dessus ce qui est une monnaie électronique, parce que le Bitcoin, c'est la différence avec les autres cryptos qu'on appelle globalement crypto-monnaies, mais qui sont en fait des crypto-actifs, c'est que le Bitcoin est la monnaie électronique, alors que le reste, c'est des crypto-actifs. C'est pour ça que le reste appartient à des États, comme le Sangocoin, comme pas le Sangocoin, comme par exemple le pétrole au Venezuela, ou comme par exemple, vous avez les autres crypto-monnaies comme les Ethereum, etc. Ça appartient à des entreprises. Or, tout ce qui veut te donner la qualité d'une monnaie et numérique est fondé sur le Bitcoin. Voilà pourquoi la Centrafrique, très subtilement, a fondé le Sangocoin sur le Bitcoin. La Securities Exchange Commission, le gendarme financier aux États-Unis, a comparé le Bitcoin et tout ce qui est fondé sur la blockchain du Bitcoin à de la matière première. Ils ont dit, ça a la valeur, la consistance, la sécurité des matières premières. Donc, en fait, je crois que ça clôt le débat sur la question. Avec un pays qui en regorge énormément. Voilà. Et ça vient des États-Unis. Pourquoi je prends des États-Unis? Parce que vous avez parlé des institutions de Bretton Woods. Et Bretton Woods, c'est aux États-Unis. Donc, en fait, le système financier américain, qui a encore une certaine prédominance dans le monde aujourd'hui, reconnaît que le Bitcoin, pas les crypto-monnaies, le Bitcoin a la même valeur, la même consistance que les matières premières, l'or, le diamant, le pétrole, le gaz. Or, c'est des valeurs refuges. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est-à-dire que le conflit entre les deux, ou si vous voulez, la divergence entre les deux vient de ce que les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, bref, le système des Nations Unies de manière générale, ce sont en réalité, si vous voulez, des relais de la puissance américaine dans le monde. Or, si vous partez donc du système centralisé qui est contrôlé des banques traditionnelles à un système, et c'est ça la caractéristique fondamentale du Bitcoin, décentralisé, eh bien, vous faites perdre aux Américains tout le contrôle qu'ils ont sur le reste du monde. Et n'oubliez pas, les États-Unis s'enrichissent en fait de la valeur ajoutée créée à travers le monde via l'utilisation du dollar dans les transactions internationales. Chaque fois que vous utilisez $1, vous faites une transaction en dollars dans le monde, les États-Unis prélèvent une commission, gagnent une commission. C'est exactement la même chose avec le franc CFA. Chaque fois que vous faites une transaction, vous achetez le piment, la France gagne une commission là-dessus. Automatiquement. Donc, en fait, vous voyez que ces institutions ont donc tout intérêt à ce qu'on n'utilise pas du tout. On peut parler de conflit d'intérêts. C'est un sérieux conflit d'intérêts et c'est un conflit à mort. Parce que si la Centrafrique réussit, ou mieux on va demander l'indépendance dès 48. Vous avez vu qu'en 60, la configuration du monde a changé. Imaginez la nouvelle configuration du monde avec un système totalement décentralisé, sécurisé, dans lequel des pays comme la Centrafrique peuvent avoir la totalité des revenus des exportations de leurs matières premières, et où on vous dit que la monnaie qu'ils utilisent
le Bitcoin à l'extérieur, sur les transactions internationales, le Sango Coin à l'intérieur, a la valeur d'une matière première. Et dans le cas d'espèce, la Centrafrique appelle le Bitcoin de l'or numérique. Et c'est comme ça que c'est appelé dans le secteur financier, de l'or numérique. Donc, vous comprenez que la Russie qui a accumulé de l'or, la Chine qui accumule de l'or, Kadhafi qui a essayé de lancer une monnaie africaine basée sur l'or. Tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, on leur dit, très bien, ça c'était de l'or physique, mais nous pouvons disposer en 2022 de l'or numérique. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est une modification totale de la configuration économique du monde, de l'Afrique centrale, mais également du monde. Et voilà pourquoi les relais locaux de ces institutions internationales et des puissances, si vous voulez, qui pillent l'Afrique, comme la BEAC, dans le cas d'espèces ici, vont être totalement contre l'utilisation de ces crypto-monnaies en violation de leur propre statut, de leur propre mission, parce que l'article, je crois, 23 ou 25 de la BEAC dit qu'ils doivent harmoniser les politiques monétaires. Mais est-ce que la BEAC n'essaye pas aussi de son côté de garantir une certaine stabilité, parce qu'on rappelle qu'elle a parlé justement de l'instabilité, risque d'instabilité monétaire aussi dans la sous-région. Je pense que j'aime bien nos amis de la BEAC, ce sont nos compatriotes. Mais sur certains sujets, il manque souvent l'occasion de se taire. Ce sont quand même des experts qui sont... Vous savez, l'expertise, vous pouvez avoir de l'expertise, mais quelquefois, je ne dénie pas à ces gens-là. Ils ont une très bonne expertise. C'est des gars sérieux. Demain, quand nous allons créer notre monnaie, c'est eux qui vont la gérer. Ils sont sérieux. C'est des gars très brillants. Le problème, c'est que là, ils sont coincés dans un conflit d'intérêts. Ils sont obligés de servir des intérêts qui sont contre leur propre peuple. Ce qui est terrible. Ce qui est grave, servir des intérêts qui sont contre votre propre peuple, mais c'est parce qu'ils sont à la BEAC. En réalité, qu'est-ce qui se passe? La situation dans laquelle nous sommes est celle-ci. De quelle stabilité parle la BEAC? Le fait d'avoir une monnaie qui a une parité fixe, en fait, c'est même pas une monnaie, d'avoir une facilité de paiement, c'est ça la stabilité. Parce qu'après, si à partir du Bitcoin, la France, voilà, il y aura peut-être un déséquilibre, justement, au niveau des comptes des opérations, du côté de... Mais ça ne sert à rien, ce compte des opérations. C'est ça qu'on parle d'instabilité. Nous avons eu besoin de ce compte des opérations une seule fois, en 1993. Ça aboutit plutôt à la dévaluation. La France a réglé un problème qui ne nous concernait pas avec l'Allemagne. Ils sont toujours dans bagarre, ces deux-là. Non, la BEAC sur ce plan-là, ce n'est pas un problème d'hommes, de qualité des hommes qui sont à la BEAC, c'est des gars compétents, mais c'est un problème de conflit d'intérêts. Et c'est un problème de compromission. En fait, ils ont un problème moral, éthique, ils n'ont pas un problème professionnel. Sur le plan professionnel, ils sont compétents, absolument bons dans ce qu'ils font. Et on peut les récupérer pour gérer un système nouveau. Ils savent comment faire. Mais ils ont un problème moral et un problème éthique. Et c'est ça l'un des problèmes de fond de l'Afrique, des Africains. C'est-à-dire qu'ils se laissent embarquer dans des compromissions morales qui tuent leur propre peuple. Or, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Et je crois que le président Touadéra a décidé de ne pas faire ça. Il a décidé de ne pas être contre son peuple, de ne pas agir contre son peuple, ni contre l'Afrique centrale, et de pouvoir trouver une solution qui est optimale. En fait, il n'y a pas de stabilité, mais de quelle stabilité parle la BEAC? Il gère quoi? Il ne gère pas de monnaie. Le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas du tout une monnaie. Donc, vous pouvez parler de stabilité que lorsque vous gérez une monnaie. Mais si vous gérez une facilité de paiement qui a le niveau des banques du Trésor, parlez de quelle stabilité? Est-ce que les banques du Trésor ont besoin de stabilité? Pas du tout. Donc, c'est un faux débat. Le problème de fond, c'est qu'en réalité, en faisant payer les matières premières en Bitcoin et en utilisant le Bitcoin à l'intérieur de la Centrafrique, le Sango Coin à l'intérieur de la Centrafrique, les flux qui atterrissent au compte des opérations au Trésor français n'existent plus, puisque ça ne fait pas partie des accords de crédit autour de la BEAC et autour du franc CFA, puisque le Trésor de France n'est même pas outillé pour gérer ce genre de choses. Donc, c'est ça leur problème de fond. En réalité, c'est que nous avons des gens qui mangent dans notre gamelle, dans notre cuisine, et tout d'un coup, nous avons trouvé un nouveau moyen pour qu'ils ne mangent plus dans notre gamelle, dans notre cuisine, et ça commence à les énerver. Alors qu'ils ont le chez eux, ils peuvent rentrer manger à la maison, leur femme a fait la cuisine. Donc, c'est ça le problème de fond. Et la BEAC fait partie de... Vous voyez, c'est une chose qui doit disparaître très rapidement,
parce que malheureusement, ça ne fonctionne pas pour permettre le développement de nos pays, mais ça fonctionne pour maintenir une architecture coloniale qui assure à la France l'accès gratuit à nos matières premières via le franc CFA, mais également le rapatriement des bénéfices des entreprises françaises installées dans nos pays qui utilisent le franc CFA et le franc comorien. Et en troisième position, ça assure à la France la facilité d'investissement dans nos pays. Parce qu'au fond, lorsqu'on vous dit il y a la France vous prête de l'argent, la France n'a jamais prêté d'argent à un pays africain qui utilise le franc CFA. On puise dans le compte des opérations via les agences de développement, tous ces organismes qui vous donnent le sentiment que la France a un apport financier. Ils n'en ont aucun. C'est là-bas qu'ils vont puiser, puisque les fonds qui sont au Trésor français dans le compte des opérations sont utilisés dans le budget de l'État français. C'est eux qui le disent. Vous pouvez trouver ça sur le site du ministère des Finances de la France. Donc, en fait, il faut que le président Touadéra, c'est ça qu'il gère. La trésorerie de la Centrafrique, c'est-à-dire que la balance des paiements de la Centrafrique ne sera plus déficitaire parce que l'argent est allé dans le trésor, le compte des opérations du trésor français, mais ça va générer ce qu'ils ont appelé un trésor en bitcoin, trésor national, la trésorerie nationale en bitcoin. Sauf que là, vous n'avez aucun contrôle, personne ne contrôle le bitcoin, c'est pas la monnaie de quelqu'un qui va décider de la dévaluer. Vous voyez toute la bagarre, depuis là, ils cherchent à casser le bitcoin, mais ils ont essayé un peu, ça a chuté, mais ça se stabilise. Donc, c'est cette règle de ce principe de décentralisation qui ne plaît pas aux institutions de Bretton Woods et aux anciennes puissances coloniales tutrices des pays africains, et d'où la bagarre, et vous voyez que ça se poursuit. Ils utilisent les relais locaux comme la BEAC, etc. Abordons maintenant le point restant sur le Sango et parlons peut-être des critiques. Je prends le cas de cet économiste centrafricain, je ne vais pas le citer, qui pour lui, étant donné que le Sango déjà n'est pas la meilleure réponse face à la conjoncture actuelle, étant donné la volatilité rapide de cette monnaie, ça ne permet pas aux investisseurs de se rassurer dans les investissements qu'ils entreprennent. Pour faire la transaction avec le Bitcoin, il faut convertir la monnaie électronique dans une contrepartie monétaire physique que nous connaissons. Une façon... Quelle contrepartie? Contrepartie physique que nous connaissons, est-ce laquelle pas de... Laquelle? Vous voyez, les gens vous disent... Non, Madame Siquet, c'est que les gens vous disent une chose dans laquelle ils s'embrouillent eux-mêmes. Quelle contrepartie physique? Laquelle? Il ne sait pas, il ne le dit pas. Ça veut dire qu'il ne comprend même pas de quoi il parle lui-même. C'est normal, c'est normal, c'est normal, et on ne va pas le lui reprocher. La seule chose qu'on peut lui dire, c'est que, cher frère, tu es centrafricain, mais rapproche-toi du chef de projet, du directeur de projet Sango, il va t'expliquer. Ou alors, tout le monde sait quand le président Touadéra va dispenser ses cours à l'université à côté. Il faut y aller. L'université, par définition, les salles de classe sont ouvertes. Tout le monde peut assister au cours. Allez assister au cours, posez la question au professeur Touadéra, il vous expliquera. Parce que ce qu'il appelle volatilité, je vais dire à notre cher ami, le dollar a perdu 99% de sa valeur par rapport à 1900, l'euro a perdu 40%, 50% de sa valeur depuis 99, ça fait à peine moins de 25 ans. Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Qu'est-ce qu'il veut savoir d'autre? Je lui parle là des monnaies les plus fortes. La livre sterling depuis 1990 a perdu pratiquement 90 ou 95% de sa valeur. Donc toutes les monnaies sont volatiles. Le Bitcoin, justement, parce que c'est une vraie monnaie. C'est pour ça que c'est volatile. Si ce n'était pas une vraie monnaie, ça ne sera pas volatile. Ce serait quoi? Ce serait un poteau électrique qui est là, qui vous regarde. Non, le Bitcoin, c'est une vraie monnaie, elle est simplement numérique. Et c'est pour ça qu'elle est volatile. C'est volatile comme le jour. Quand le jour se lève, ce n'est pas tous les matins qu'il fait 27 degrés. Il y a des matins où il fait 16 degrés. Des matins où il va faire 30 degrés. C'est ça la vraie vie. Et maintenant, donc, et c'est ça qui fait les vrais hommes. Et les vrais hommes et les vraies femmes. Parce que c'est en fonction de ces aléas-là, de cette volatilité, de cette inconstance, que nous construisons de l'ordre. Que nous construisons des choses pérennes, des choses solides. Parce que nous sommes conscients que ces choses ne sont pas... Il n'y a pas
elles ne sont pas similaires, elles ne sont pas les mêmes tous les jours, et dont nous essayons de capter leur valeur ajoutée, leur capacité, leur puissance, leur énergie, pour pouvoir construire donc des choses qui, elles sont stables dans le temps. Et ces choses qui sont stables, c'est par exemple Crypto Island. C'est par exemple le fait de chercher à goudronner tous les axes principaux de Bangui pour qu'il n'y ait plus de poussière. Et on cherche 100 millions de dollars. La France n'est pas capable de donner 65 milliards d'euros. Elle les 35 milliards de francs CFA, elle les a pas. C'est avec ça qu'on veut construire on veut construire Bangui 2. C'est avec ça qu'on... Beaucoup de projets en tout cas du côté de la... Exactement. Or, le problème, c'est quoi? C'est que je réponds à ce frère qui est économiste. Si la Centrafrique commence aujourd'hui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on arrive au Bitcoin, la Centrafrique va commencer l'exploitation de son gaz et de son pétrole. Pourquoi voulez-vous que la Centrafrique vende son gaz et son pétrole et donne 50% à la France? Mais probablement jusqu'à 85%. C'est possible d'aller jusqu'à 85%. Pour quelle raison? Dites-moi, y a-t-il une seule raison qui justifie ça? Est-ce que vous comparez le Niger et le Kazakhstan, je crois, qui est un gros... Le Niger est premier exportateur mondial d'uranium. Je crois que le Kazakhstan est le deuxième. C'est le jour et la nuit. Parce que le Niger, d'abord, n'a pas pris la main sur le prix, l'exploitation de son uranium. Et 50% de tout ce que le Niger peut avoir atterrit à la Banque de France, au compte des opérations du Trésor de France. Pendant ce temps, de l'autre côté, les autres pays perçoivent la totalité des revenus d'exportation de leur uranium et construisent des villes qui sont les villes les plus modernes du 21e siècle. Le président centrafricain actuel, le professeur Touadéra, dit « Moi, je ne peux pas accepter ça. Il faut que moi aussi, mon pays puisse percevoir la totalité des revenus d'exportation de ces matières premières. » Et comme ça, les jeunes centrafricains n'auront plus besoin d'aller faire la guerre pour gagner leur vie. Ils vont pouvoir travailler. On va construire une ville universitaire nouvelle à Bangui 2. On va construire Crypto Island. On va goudronner Bangui. On va refaire l'aéroport. Il y aura l'exploitation du gaz et du pétrole, de l'or, des minéraux qui ont été présentés lors de Genesis Sango Coin. Et ça va donner du travail aux Centrafricains. Ils sont combien? Ils sont 6 millions. Oh, le président parlait de créer 10 millions d'emplois. Les habitants d'Afrique centrale doivent les soutenir parce que le président centrafricain, il est solidaire de l'Afrique centrale. Il dit qu'il y aura 4 millions d'emplois en plus. De plus que toute la population de Centrafrique. C'est un projet qui va au-delà de la République centrafricaine. Bien sûr que c'est un projet sous-régional, un projet africain. Les millions d'emplois là, ce n'est pas pour les Centrafricains. Parce que si vous prenez la population active, elle a à peine de 2,5 millions de personnes. Donc 2,5 millions de personnes ont créé 10 millions d'emplois. En fait, il y a 7,5 millions d'emplois à prendre là-bas. Soyons rationnels. Qu'est-ce qu'on fait? Poursuivons avec un autre point de critique, Dr Yam. Des experts, d'autres, parlent également de risques sécuritaires en prenant par exemple le cas sur le Cameroun. Ces derniers expliquent par exemple qu'en 2018, ils reviennent sur les mouvements séparatistes anglophones qui avaient déjà fait recours aux crypto-monnaies, ils ont dénommé cela Ambakwen, pour financer leur activité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors cet actif n'étant pas lié à la banque, les organisations criminelles peuvent l'utiliser pour se financer, d'autant plus que cette loi induit une convertibilité automatique avec le franc CFA. Est-ce que vous partagez cette analyse? La loi de qui? C'est la loi de la Centrafrique qui induit, la BEAC a interdit, mais les gens parlent, ils lisent même ce qui est écrit partout là. La Centrafrique, elle, dans une attitude de solidarité, dans une attitude de correction, a dit, nous pouvons effectivement laisser un lien entre le Bitcoin et le franc CFA. Mais la BEAC est venue, elle a dit, elle ne veut pas de ça. Non, la Centrafrique, elle n'a pas de problème. Vous ne voulez pas ça, nous on a le Sango Coin. Ça va continuer à tourner et c'est du Bitcoin. Amba Coin, ça c'est des shitcoins. Personne ne suivra parce que de toute manière, pour pouvoir le faire, il va falloir utiliser le dollar payé avec les autres devises. Vous allez vous faire coincer au niveau international. Vous croyez que les Luna qui tombent, c'est quoi? Donc, c'est des shitcoins. Il ne faut pas faire attention à ça. Expliquons quelque chose à notre ami. Allez-y. Ce que nous devons lui expliquer, c'est ceci. Lorsque, de toutes les crypto-monnaies qui existent aujourd'hui et dont la capitalisation boursière totale dépasse à peu près les 3 000 milliards de dollars, ce qui fait à peu près 6 fois le PIB de toute la CEAC, eh bien, il y a 0,
15% de transactions douteuses. Ça ne veut pas nécessairement dire de blanchiment, mais de transactions douteuses qu'on a du mal à caler. Or, sauf que dans la blockchain, dès que votre transaction est douteuse, elle est bloquée. Aussi simple que ça. Donc, vous ne pouvez pas aller faire des choses, si vous voulez. C'est pas là que les bandits viennent chercher de l'argent ou faire de l'argent ou faire passer de l'argent. Je rappelle que dans la monnaie fiat, c'est-à-dire la monnaie qu'on utilise, toute la monnaie, le système bancaire actuel, classique, c'est 5%. Si vous prenez la capitalisation boursière mondiale qui tourne autour de 150 000 milliards de dollars, prenez 5%. Ça fait combien? Si vous êtes dans les 150 000, ça fait 15 000 qui fait 10%, 7 500 milliards de dollars que personne ne contrôle. Mais c'est ça qui fait que les guerres pullulent partout. Et là, les gens sont en train de suivre 0,15%. Et ils trouvent que c'est ça le vrai problème. Alors qu'on a 7 500 milliards qui financent de vraies guerres que nous vivons. Du vrai vol que nous vivons. Les paradis fiscaux. L'opération spéciale militaire en Ukraine nous a quand même révélé qu'on peut déconnecter des gens du système financier international quand on le veut. Donc les paradis fiscaux là qui existent, on a refusé de les déconnecter. Donc les gens ont intérêt à ce que ça fonctionne. Voilà ce que doit critiquer notre ami, pas les crypto-monnaies, vraiment, qui cherchent autre chose. Peut-être notre critique qui revient de plus en plus, c'est pas la première fois qu'on parle de crypto-monnaie, on parle de le pays qui a des problèmes d'électrification, d'électricité, le taux d'accès à Internet inférieur à 30% de la population. On se demande comment est-ce qu'un tel projet peut émerger ou se développer dans un pays comme la Centrafrique. En lisant les white papers, en lisant le document produit par l'État centrafricain. Le problème, c'est que les gens vous critiquent, mais ils ne savent pas ce que vous dites. Ils ne vous écoutent pas. Comme ils ne vous écoutent pas, ils ne lisent pas ce que vous dites, ils vous critiquent et ils vous critiquent dans le vide. Ce qui est prévu, on va aider notre ami. Ce qui est prévu, c'est que cette année, il y ait la connexion à la fibre optique en Centrafrique via le Cameroun. Ça va être fait, normalement, ça devait être fait avant la fin de l'année. Et l'année prochaine, au plus tard au deuxième trimestre, ou troisième, je crois, le président va lancer un programme spécial de smartphone pour les jeunes. Ce qui veut dire qu'il règle le problème de l'accès à Internet en amont et en aval. L'État met à la disposition de ces jeunes-là les outils pour utiliser le Sango Coin, le Bitcoin. Il faut lire le white paper, ça existe, c'est public, c'est sur le site internet. Et puis, enfin, je vais le dire autre chose. Aujourd'hui, le Sango Coin, si on veut l'utiliser pour les paiements, il faut dire aux gens que le Bitcoin est divisible jusqu'à 100 millions d'unités. Ça veut dire que si vous voulez acheter du piment, qui est l'équivalent de 25 francs CFA, vous pouvez l'acheter avec le Bitcoin et donc avec le Sango Coin. 100 millions d'unités subdivisibles. Le franc CFA n'est même pas subdivisé. Vous ne pouvez même pas utiliser un franc CFA. Vous n'achetez rien avec ça ici. Mais vous pouvez le subdiviser jusqu'à 100 millions d'unités. Donc, pour acheter le piment de 25. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que on peut aujourd'hui, on le sait, et là, je parle de quelque chose que j'ai écrit et signé moi-même, on peut mettre en place un portefeuille qui permet d'aller acheter son piment à 25 francs, mais en utilisant le Sango Coin. On n'a même pas besoin d'Internet avec ça, puisqu'on peut le faire par QR code ou par USSD, qui est une couche qu'on utilise pour le mobile money. Mais le mobile money marche en Centrafrique, non? Donc, on peut utiliser... Les solutions techniques sont là. Il faut juste aller lire le papier qui est même sur le site Internet, que tout le monde peut trouver, et on n'aura pas besoin de poser toutes ces questions-là. Il y a une partie qui s'appelle Frequently Asked Questions, foire aux questions, que les gens aillent lire ça. Ils vont mieux comprendre et je pense qu'ils auront un tel enthousiasme pour ce projet parce qu'ils comprendront qu'au-delà de ces craintes que je comprends, vous avez parlé de la BEAC, oui, tout à fait. Je comprends très bien que les gens puissent avoir peur, mais nous ne cesserons d'expliquer, d'essayer d'éclaircir. Parce qu'en fait, nous sommes là sur un chemin révolutionnaire qui va changer notre monde. Donc, il faut rassurer notre ami sur sa partie-là en lui disant on n'a pas besoin nécessairement que demain,
tout le pays soit couvert par Internet pour utiliser ça, on peut utiliser les codes USSD. Et puis, je vais dire quelque chose à cet ami. Allez-y. Est-ce que les États-Unis sont... Partout aux États-Unis, il y a accès à Internet? Ça, il ne le sait pas. Or, c'est faux. Plus de 10% du territoire américain n'est pas couvert par le réseau GSM. Mais ça, on ne le sait pas. Ici, les gens pensent que c'est le paradis là-bas. Une bonne partie, entre 5 et 10% de l'Europe n'a pas du tout accès à Internet. Donc, il faut que nous comprenions, soyons, comment dire, soyons sympas avec nos propres compatriotes. Écoutons-les, lisons ce qu'ils disent, et ça va permettre d'avoir un débat plus riche. Et que chacun contribue. Si tout le monde contribue, ça marchera mieux. Si les gens hésitent, si les gens ne voient pas que quelque chose qui est basé sur les mathématiques, ce n'est pas basé sur les opinions des gens, c'est sur les mathématiques. Et les mathématiques, ce n'est pas la propriété de quelqu'un, ce n'est pas l'idée de quelqu'un, c'est pas l'opinion de quelqu'un. C'est basé dessus, ça marche. Et si ce compatriote le veut, qu'il aille encore lire, sur, que ce soit sur mon compte Facebook ou sur plein de... Il y a des écrits là-dessus, qu'il soit rassuré, il n'y a aucun problème. Voilà, merci à vous, Dr Yamb. On va poursuivre notre entretien, cette fois-ci pour parler de la situation sécuritaire au Mali et en République centrafricaine. Tout simplement rappeler aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent que For You Media, dans les très prochains jours, pour ne pas dire heures, vous donnera donc quotidiennement l'état en ce qui concerne le Sango Coin, les différents souscripteurs, les informations justement sur cette monnaie adoptée du côté de la République centrafricaine, pour vous permettre d'avoir une idée générale, globale de ce que c'est que cette monnaie. En tout cas, ce sera exclusivement sur For You Media. Dr Yamb, le Mali et la RCA, deux pays qui font l'actualité aujourd'hui, surtout en ce qui concerne le point sécuritaire. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'évolution sécuritaire de ces deux pays? Écoutez, l'expression du courage. Ce qui nous manque le plus en Afrique, le courage. L'expression du courage, la détermination d'y arriver et surtout un amour fou pour leur pays, pour les dirigeants de ces deux pays. Ils ont un amour fou pour leur pays. Ils sont admirables. Vous vous basez sur quoi? Je me base sur l'idée, sur la Centrafrique. Je pense que nous n'avons pas besoin de revenir, mais sur le plan sécuritaire, particulièrement la Centrafrique aujourd'hui, qui n'avait pas d'armée. C'est quand même près de 20 000 hommes en tenue, formés par les meilleurs au monde aujourd'hui. Donc, ils sont là, ils ont une armée. Là, pour la première fois de l'histoire de la Centrafrique, plus de 70% du territoire est sous le contrôle du pouvoir central. Et aujourd'hui, on parle de près de 100% du territoire. C'est inédit. C'est inédit. Et cela montre qu'il y a du travail qui est fait. Il y a une détermination à réussir et à instaurer la sécurité pour tout le monde, pour permettre à chacun d'être heureux, de vivre heureux. Parce que tout ce que ces présidents-là font, nous le voyons en toile de fond, c'est pour rendre en évitant les compromissions, si vous voulez, courantes, générales, des présidents des pays dans lesquels on utilise le franc CFA, eh bien, ils montrent la voie pour donner du bonheur à leur peuple. Dans le cas malien, écoutez, vous avez une armée qui monte en puissance, vous avez le pays qui n'est plus divisé en deux. On a vu le président malien, un ancien président malien, être reçu dans son propre pays par un autre président qui clairement lui indiquait que cette partie-là ne faisait plus partie de son choix. Et le président actuel du Mali a une histoire, une expérience assez curieuse où il va en mission et est arrêté, on l'empêche d'aller sur une partie du territoire malien. Donc, je crois que Assimi Goïta ne l'oubliera pas de sitôt. Et on voit que l'armée monte en puissance, l'armée s'équipe, une gestion rigoureuse des finances publiques permet d'équiper le pays, permet de lancer par exemple une cimenterie, permet de relancer dans les zones libérées, permet de relancer l'agriculture. Et c'est tout ça qui montre que nous sommes en fait, si vous voulez, dans une perspective de restauration de la sécurité dans ces pays et c'est extrêmement intéressant à suivre. Extrêmement intéressant à suivre. Alors la Russie, au cœur justement de ces deux pays, le Rwanda encore plus en République centrafricaine également, est-ce qu'on peut parler de partenaires fiables? Je pense que la Russie, je ne sais pas s'il y a plus fiable aujourd'hui dans le monde. Le principe devrait être pour nous les Africains, quand nous parlons, quels sont les pays qui ont colonisé notre continent? Quels sont les pays qui sont impliqués dans l'esclavage des Noirs? Tout cela, tout ce bloc, tout de suite, pour nous, ce n'est pas fiable.
quels sont les pays qui, en Afrique, auraient participé éventuellement ou sont impliqués dans des génocides qui se passent en Afrique, ou sont des suppôts de ceux du premier groupe que nous avons écarté? Ils ne sont pas fiables. Mais attention, un Africain peut à un moment donné se rendre clairement compte qu'il ne peut pas vivre isolé de ses voisins. C'est pour cette raison que nous disons toujours que le Rwanda, c'est un cas problématique, mais il va falloir que les Africains fassent l'effort de réintégrer le Rwanda au cœur de l'Afrique. Et ne nous appuyons pas toujours sur le fait qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Il y en a eu un, on ne va pas revenir dessus, c'est établi, c'est documenté, c'est clair. Mais il y a des pays qui ont connu des génocides pires. Cameroun, c'est 3-4 millions de personnes, même si tout le monde semble découvrir en 2022. Mais ces pays-là ne se sont pas lancés ou ne se trouvent pas impliqués dans des choses où on parle de 20 millions de morts dans un autre pays. Et c'est des choses un peu graves. Je pense que nous devons parler froidement avec le Rwanda et leur expliquer qu'ils peuvent être un pays riche sans que nécessairement cela fasse du tort à un autre. Maintenant, s'ils viennent et disent nous allons soutenir quelque chose qui se passe quelque part, peut-être nous devrions voir là une astuce du président Touadéra dans le cadre qui œuvre dans la réintégration du Rwanda dans la communauté de l'Afrique centrale. Et nous devons soutenir de telles choses et dire à nos frères rwandais que nous sommes avec eux, mais leur montrer la direction dans laquelle nous sommes en train de cheminer. Mais soutenir d'Orteillan parce qu'on n'a pas le choix pour faire face peut-être, on va dire quoi, cet autre partenaire classique, entre autres par exemple la France. Mais lorsqu'on revient par exemple sur le débat de la souveraineté, on a l'habitude de le dire ici, on ne peut pas confier certains points de sa souveraineté à des étrangers. Alors la sécurité, est-ce que c'est normal de confier sa sécurité à un pays tiers? D'abord, sur le cas des deux pays dont nous parlons, aucun de ces pays n'a confié sa sécurité à personne. Il y a ce qu'on appelle un processus classique en politique, celui de la recherche des alliés, les alliés objectifs, c'est-à-dire ceux avec lesquels on partage un minimum de convergence sur un certain nombre de questions, particulièrement les questions idéologiques ou alors, si vous voulez, les grands intérêts économiques. Et donc, on va appeler ces gens au secours, qui viennent nous soutenir. La Chine s'est libérée en s'appuyant sur la Russie, le Vietnam s'est libéré en s'appuyant sur la Chine et la Russie, la Corée du Nord est devenue ce qu'elle est devenue grâce à ça, les États-Unis se sont formés en s'appuyant sur la France contre la Grande-Bretagne, contre le Royaume de Grande-Bretagne. Donc, vous comprenez que c'est un phénomène classique. Et donc, aujourd'hui, ces pays-là ont appelé la Russie au secours. Parce que la Russie est un allié objectif. Il n'a jamais colonisé un seul mètre carré d'Afrique, de l'Afrique. Et la Russie arrive ici comme un invité, pas comme un prédateur, un envahisseur, pas du tout. Donc on l'invite, la Russie dit, bon, très bien, moi, je suis un fervent défenseur de la liberté de mon peuple. Si vous défendez la liberté de votre peuple, eh bien, je suis là, je peux vous donner un coup de main. Donc, voilà comment ils sont. Donc, personne n'a confié sa liberté à nous. Le Mali, quand il s'est retrouvé empêtré dans des contradictions à n'en plus finir avec la France, a appelé la Russie, qui avait déjà fait ses preuves en Centrafrique. Et on voit les résultats, que ce soit en Centrafrique ou au Mali, on les voit. Par contre, la France qui était en Centrafrique et au Mali depuis les indépendances, et particulièrement en France où il y avait le dispositif Barkhane, il y en avait même autre en Centrafrique, le dispositif Sangari, on n'a vu aucun résultat probant. Et donc là, il n'y a pas de sécurité confiée à qui que ce soit dans ces pays, mais il y a des alliés objectifs qu'on a appelés qui soutiennent ces États dans leur quête, dans leur, si vous voulez, la reconquête de leur territoire et pour l'instauration de la sécurité dans leur pays. Qu'est-ce que vous dites, que dites-vous des différents rapports? Je ne sais pas si avec le concours de la réalisation, on peut peut-être afficher cette autre capture. Ce rapport justement des Nations Unies, RCA, un rapport qui date, je le précise, du 27 octobre 2021. On rappelle qu'il y en a eu plusieurs. Le groupe russe Wagner harcèle et intimide les civils, selon bien sûr les experts de l'ONU. Je ne sais pas si la réalisation peut y afficher ce titre. Alors pour dire, Dr Yam, il y a eu
plusieurs rapports dans ce sens. Est-ce qu'on doit les ignorer? Est-ce que c'est une guerre de communication? Est-ce que, voilà, ce sont des... Qu'est-ce qui explique? C'est de la propagande. Souvenez-vous, quand nous parlions tout à l'heure du Sangocoin, nous avons dit que il y a les institutions de Bretton Woods, la plupart, c'est les outils de la puissance américaine dans le monde. Donc, pourquoi est-ce que ça devrait surprendre les gens si l'ONU en Centrafrique, parce que la Russie, elle est présente. Mais l'ONU est fortement présente en Centrafrique. Hein, je pense, oui, bien sûr, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Je pense que il faudrait revoir ce dispositif. De toute façon, ça a commencé au Mali, où ils sont censés être là jusqu'à l'année prochaine, mais je crois qu'ils sont en train de dégager. On demande qu'ils partent de certaines zones. Oui. Donc, il va y arriver un moment où ils vont partir, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, une contradiction incroyable. L'ONU en Centrafrique, c'est 1 milliard 100 millions de dollars de budget. La Centrafrique, le budget, c'est 500 millions de dollars. C'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas, enfin 397 milliards à peu près, donc à peu près 600 millions de dollars. Mais vous ne pouvez pas être une armée qui est dans un pays et avoir 2 fois son budget. Vous êtes une armée d'occupation. Vous n'êtes plus une armée de soutien. Vous êtes une armée d'occupation. Et aujourd'hui, le problème, c'est que hier, on ne savait pas très bien ce que... Puisque personne, il ne donnait de rapport à personne et que personne n'était censé répondre à ça. Depuis l'arrivée des Russes, après ils disent Wagner, ils vont dire etc. Mais il se trouve clairement que ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de dire à l'ONU que si le milliard 100 millions de dollars de budget était remis à l'État centrafricain, compte tenu, si l'ONU attend le souci des jeunes, des petits enfants centrafricains qui souffrent, je crois que l'État centrafricain utiliserait mieux cet argent-là. Parce que l'État centrafricain a des projets simples, des projets humains, des projets pour donner un peu de bonheur à cette zone. Mais quand on est face au secrétaire général de l'ONU, lorsque les voitures de l'ONU écrasent une jeune femme qui est à plein Bangui et qu'elle dit c'est une jeune femme. Je ne sais pas si ça s'était passé au Portugal, si le secrétaire général de l'ONU aurait dit c'est une jeune femme. S'il n'avait pas donné son nom, peut-être le nom de son père et de sa mère, et pour faire de bonnes mesures de son village, ici on dit c'est une jeune femme. Mais elle a un nom. Elle a un nom, elle a un visage, elle est l'enfant de quelqu'un. C'est qui ses parents? Et depuis lors, qu'est-ce que l'ONU a fait pour sa famille? Donc, à partir de là, vous voyez bien que la présence, il y a un biais dans le comportement et l'attitude, dans le comportement de l'ONU en général et l'attitude individuelle de tous les responsables de l'ONU depuis à partir même du secrétaire général de l'ONU lui-même. Et donc là, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas être surprise que l'ONU ait ce type de rapport. La vérité des faits, c'est que depuis que les instructeurs russes sont là, la Centrafrique il y a la paix qui s'installe progressivement. Et aujourd'hui, on a eu des élections qui se sont tenues, un président a été élu, et nous voyons des investissements, des projections à travers, par exemple, le projet Sango qui se font. Mais c'est la même chose au Mali. Quels sont les rapports qui ont été faits au Mali? Sauf que depuis que l'ONU a maintenant obligation de requérir l'autorisation de l'armée malienne pour se déployer, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font plus, mais vous voyez surtout les résultats. La sécurité est renforcée, les gens retrouvent le goût de vivre, les gens retrouvent le sentiment de liberté et de paix. Mais qu'est-ce que nous cherchons d'autre? Mais en tout cas, vous faites bien de le dire, D'Artagnan, parce qu'on peut confirmer. D'ailleurs, vous y allez de temps en temps, du côté de la République centrafricaine, contrairement à ce qui est généralement dit, il faut le dire, en République centrafricaine, les gens vivent normalement, la population vit normalement, tout comme au Mali d'ailleurs. C'est important de le dire. Bien sûr. Aujourd'hui, on a des gens qui vivent, qui reprennent goût à la vie et qui rêvent de nouveau pour leur pays. Tout à fait. Alors, on poursuit toujours en ce qui concerne
la situation sécuritaire. On ne saurait faire fi de cette actualité. Le Mali qui a officiellement accusé la France justement d'armer les terroristes. Le Mali a d'ailleurs porté plainte devant les Nations Unies. Les Nations Unies, plus ou moins, viennent parler. Est-ce que c'est le meilleur médiateur? Mais déjà, ce type d'accusation, alors c'est officiel, le divorce est consommé? Il y a deux choses. Oui. L'ONU, c'est une très mauvaise chose, mais l'ONU a le mérite d'exister. Oui. Et donc, puisque l'ONU existe, et que nous, les Africains, nous sommes des gens formels, factuels, sérieux, structurés, organisés, ce que nous faisons, c'est donc de saisir l'ONU. D'accord. Puisqu'elle a le mérite d'exister. Et que le Mali et la France en sont membres. Oui. De ce fait-là, on saisit l'ONU. Le Mali a saisi l'ONU avec des preuves. Tout à fait. On a informé la communauté nationale malienne et tous les autres pays du monde. On va voir la réaction de l'ONU. Parce que, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette attitude qu'on reproche à un certain nombre d'États africains de ne pas saisir les institutions internationales. Mais là, vous avez des jeunes gens. Vous avez une nouvelle élite africaine, une nouvelle élite de nouveaux dirigeants africains qui sont dans la trentaine, la quarantaine et qui ont une vision du monde totalement différente. C'est des gens qui sont très structurés et qui estiment que si les lois existent, si les lois ont le mérite d'exister, on va les utiliser. S'il y a des cadres de concertation ou des cadres juridiques ou judiciaires qui existent, parce que ça a le mérite d'exister, on va les utiliser. Et comme on les maîtrise, parce que de toute façon, nous faisons les mêmes études que ces gens-là, on va les utiliser, mais on les utilisera de manière tellement ferme que vous n'aurez même pas un petit moyen d'essayer de détourner quoi que ce soit. Le règne de la force est terminé. Le règne de la force, de l'intelligence, c'est ça qui sortira l'Afrique. L'Afrique n'est pas un continent de violence brutale. L'Afrique est un continent d'intelligence, un continent de gens raffinés, de gens qui ont une certaine prestance. Et ces gens-là vont utiliser ce qu'ils ont de plus fort pour régler leurs problèmes, tout en musclant sérieusement leurs capacités militaires et leurs capacités économiques et leurs capacités scientifiques et culturelles pour résister ou pour pouvoir opposer une fin de non-recevoir, à la capacité d'opposer une fin de non-recevoir à toutes les attaques qui viennent de part et d'autre. Ce que la France fait au Mali n'est pas important. Et j'invite les Français, je les invite à comprendre quelque chose. Nous avons commencé cet entretien en disant nous sommes désormais à une période de rupture. Que la France comprenne que le monde connu, tout au moins depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à il y a 2 ans, que ce monde connu est révolu. Et le monde connu de la France n'est pas notre monde. Il est le monde de notre désolation, de notre misère, de notre souffrance, etc. Et le nouveau monde que nous sommes en train de mettre en place et qui est porté par des présidents courageux comme Archange Touadéra ou Assimi Goïta et ceux qui seront issus de l'appel que j'ai lancé pour 10 000 élus panafricanistes, eh bien ce monde-là est un monde qui est le nôtre, où nous contrôlons nos ressources, nous contrôlons nos intérêts en Afrique et où, quand vous venez et que vous êtes impliqués dans ce qui nous cause du tort, nous informons tout le monde, nous en parlons avec tout le monde et nous nous plaignons là où, de 2 choses l'une. Vous n'aurez que le choix de nous dédommager. Est-ce que c'est possible? Il faut faire attention à cette plainte du Mali. Elle est extrêmement astucieuse et elle est très vicieuse. D'accord. Parce que si l'ONU rejette cette plainte, l'ONU cautionne ce que fait la France officiellement et ouvertement avec les preuves qu'on a. Vous savez qu'on a les preuves de mercenaires français qui sont dans les rangs des djihadistes. Des preuves, sans vous couper, qui sont souvent contestées. Vous vous rappelez de l'histoire des 49 soldats. Bien sûr, par exemple. Le Mali dit une chose, mais de l'autre côté, on dit autre chose. Donc, il y a tellement de preuves. Si l'ONU rejette tout cela, on comprendra très bien, de façon formelle enfin, dans quelle direction on regarde l'ONU. Mais si l'ONU accepte cette plainte, cela veut dire que le Mali devra être dédommagé. Oui.
Sauf que vous savez combien coûtait l'opération Barkhane. Elle coûtait quand même 1 milliard au Mali chaque jour. Donc il va falloir que le Mali soit dédommagé. Il va falloir que parce qu'on va expliquer que le Mali se plaint, par exemple, parce que le franc CFA l'empêche de se développer et que c'est l'une des causes du djihadisme. C'est l'une des choses qui alimente le djihadisme. Le Mali n'a pas pu se développer parce que le djihadisme a été créé, enfin, c'est du mercenariat qu'on appelle pompeusement le djihadisme, oui. Parce qu'il y a eu cette situation d'insécurité qui a été créée et qui est donc entretenue par la France du fait des preuves qu'on a. Je pense et j'invite nos partenaires français à aller voir le Mali et à s'assurer que cette plainte ne prospère pas, soit ne prospère pas, soit ne soit pas rejetée par le Mali. Aller voir le Mali serait justement accepter que voilà, on est coupable. Ce sont quand même des accusations graves, armer les terroristes, après tout ce que le Mali subit, après toutes ces attaques répétées. L'histoire est riche en enseignements. Et c'est souvent le problème avec ceux qui pensent que ce sont eux qui sont les plus forts. L'histoire est riche en enseignements. Le Portugal est allé se mettre à genoux devant l'Angola pour que l'Angola les aide quand la crise s'est déclenchée dernièrement avec le Covid. Pourquoi est-ce que la France ne le ferait pas? Est-ce que ça a fait que le Portugal a disparu de la surface de la Terre? Pas du tout. Pas du tout. Donc, il faut que nous sachions à chaque fois que, eh bien, pour que la France, qui elle-même déclare que l'Afrique est son avenir, mais pas du tout de la façon dont elle le croit. L'Afrique est effectivement son avenir pour nous, parce que nous savons que quand nous aurons en Afrique, quand les dirigeants africains lui auront fermé les portes, elle deviendra un pays du tiers-monde. Elle le sait, la France. Donc, les Africains étant des humanistes, étant des gens sérieux, eh bien, nous disons à la France, il n'y a aucune honte à venir dire, sur le cas du Mali, je me suis trompé. Sur l'Afrique, où on parle le français, utilise le franc CFA, je me suis trompé et je suis prêt à discuter avec vous. Qu'est-ce qu'elle y perd? Vous êtes prêt à accepter que nos États discutent avec la France? Si oui, discuter par rapport à quoi? Vous savez, dans une discussion, il y a celui qui demande la discussion. Je ne vous ai pas dit que les pays africains veulent discuter avec la France. Je vous ai dit que la France prenne acte de la situation de rupture actuelle, de la fin de son monde connu, et vienne discuter avec nous, demande une discussion avec nous. Quand vous demandez une discussion, vous ne posez aucune condition. C'est les autres qui vous posent des conditions. C'est les autres qui vous disent, pour qu'on accepte la discussion avec vous, voici les conditions préalables. Et c'est les autres qui vous disent, voici comment ça va se passer désormais. Qu'est-ce que la France est prête à accepter? Mourir? Ou accepter 2-3 conditions qu'on pourrait lui poser pour que ça marche. Nous ne sommes pas là pour que les Français meurent. Nous ne sommes pas là pour que les Français ne puissent pas se soigner, que les Français ne puissent pas manger. Ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas ça la vie telle que nous, les Africains, nous l'imaginons, nous la pensons. Ce n'est pas nos valeurs. Nous sommes là pour que les nôtres vivent de ce qu'ils ont, là où ils sont. Et celui qui est ailleurs, qui a besoin de ce que les nôtres ont, il vient nous le demander. Et nous lui disons à quelles conditions il peut y accéder. Même si à côté, la France a quand même des soutiens, même si lorsqu'on sait par exemple que les troupes françaises ont quitté le Mali, nous dit-on de manière définitive, ces troupes vont quand même se redéployer ailleurs. Alors, est-ce que ce n'est pas toujours un support, du moins la France plus ou moins, même si elle quitte un pays, elle va dans l'autre pays, elle maintient toujours une certaine autorité en Afrique. C'est pour ça que je vous dis que la France doit prendre acte de ce qui lui arrive, c'est-à-dire la fin de son monde connu. La France veut se lancer dans l'exode. Ce sera un exode. Ce sera un grand exode. La France est partie du Mali, elle est allée au Niger, mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Elle sera chassée du Mali aussi. Elle sera chassée de partout. Elle a été chassée du Mali, elle sera chassée du Niger aussi. Cette longue exode, ce long exode est une humiliation que moi qui ne suis pas français, qui n'a aucune qualité pour défendre les Français, leur suggère de ne pas supporter, de ne pas vivre, de ne pas subir. C'est une terrible humiliation pour un pays, parce que ça va forcément se produire.
Ça va se produire et ce n'est pas agréable. Par contre, elle peut anticiper. Et c'est ça, gérer aussi. C'est ça aussi, gérer. Si la France peut anticiper, qu'elle vienne demander aux Africains à discuter avec eux. Les Africains vont discuter avec elle, les Africains vont lui poser 2-3 petites conditions préalables. Et quand ces conditions-là seront remplies, les Africains discuteront avec la France. Parce qu'aujourd'hui, croyez-moi, quels que soient les alliés de la France, ils ne font pas le poids devant le reste du monde. 5 milliards d'hommes sont contre la façon dont l'Occident veut que le monde soit. Sont contre le monde unipolaire occidental qui ne profite qu'à l'ethnie européenne. Nous sommes 7 milliards. 5 milliards sont contre le mode de vie occidental. Vous pensez vraiment qu'ils vont s'en sortir avec ça? Et parmi les 5 milliards là, vous avez quand même la première puissance économique du monde, la Chine, et vous avez la puissance militaire la plus avancée. Ce n'est pas la plus grande en termes d'armement ou d'équipement, mais c'est la plus avancée en termes de, si vous voulez, de qualité des équipements, qui est la Russie. Alors, vous avez même des pays extrêmement intéressants comme sur le plan scientifique et technologique comme l'Iran ou l'Algérie ou même le Nigeria qu'on ne voit pas assez. Et ces pays-là, ou le Brésil, mais ces pays ne sont pas du tout d'accord avec la manière dont l'Occident veut que le monde soit. Et je vous parle là de tous ces pays, c'est des pays qui ont été d'une manière ou d'une autre colonisés par les autres pays, ces pays occidentaux pour certains. Donc en fait, je crois que le moment est venu de ne pas engager un combat qui n'a aucun sens. Mais comment comprendre les attaques répétées justement du côté surtout du Mali après le départ des troupes françaises? Est-ce que ça veut dire que la présence des troupes françaises était importante malgré qu'il y ait quand même les instructeurs sur le territoire? Non. Si on n'avait pas les preuves de l'implication de la France aux côtés des mercenaires, des terroristes qui terrorisent le Mali, on aurait compris que la présence de la France était importante. C'est-à-dire que le temps que la France était là, si la sécurité est revenue, on aurait compris que sa présence était importante. Il se trouve simplement que en matière de géopolitique, il y a ce qu'on appelle le harcèlement. C'est-à-dire que vous avez besoin, vous voulez maintenir un pays sous votre joug, ou vous voulez prendre le contrôle d'un pays, vous le harcelez systématiquement sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur tous les plans, sur le plan culturel, sur le plan de la communication, vous harcelez ce pays. Et donc cela s'appelle la propagande de guerre. C'est tout. Là, la France a essayé de créer un monstre en disant le gouvernement est illégitime, etc. Après, il y a les militaires qu'on a essayé de faire jouer. Après, il y a des milices qu'on a créées. C'est ça, les mercenaires. Donc, on va continuer à harceler le Mali. Le départ de la France ne signifie pas la sécurité totale du Mali. Il faut savoir que le Mali va continuer à être harcelé sur le plan, de cette façon-là, avec des attaques, va continuer à être harcelé sur le plan économique, va continuer à être harcelé sur tous les plans. Le Mali doit être prêt, tout simplement. Et vous avez vu tout à l'heure parler des rapports de l'ONU en Centrafrique. Mais ça participe de cette stratégie de harcèlement. On vous bouffe votre temps parce que vous devez répondre, vous devez essayer de vérifier tout ça. On vous bouffe les ressources que vous y mettez et on vous distrait de vos objectifs. Tout simplement. Et vous avez parlé de la RCA. On sait que l'embargo a été levé plus ou moins dans une certaine mesure. Quelle posture doit adopter aujourd'hui le gouvernement centrafricain après la levée de cet embargo? Écoutez, par rapport à qui? Par exemple, les Nations Unies. Les Nations Unies sont toujours là. Est-ce qu'il faut mettre un terme peut-être à la mission des Nations Unies pour reprendre, pourquoi pas, le contrôle total? Ce n'est pas totalement lié, mais les Nations Unies, cela leur permettait de prendre le contrôle de la Centrafrique. Bon, elles n'ont pas pu le faire parce qu'au fond, ne l'oubliez pas, ces missions plurielles qui écument l'Afrique, comme si il n'y a qu'en Afrique qu'on n'a pas la capacité de sécuriser les espaces. Ces missions sont des centrales de renseignement. Et ces centrales de renseignement ne se renseignent pas seulement sur le pays dans lequel les soldats sont déployés, mais se renseignent sur tous les pays alentours. Donc, il y a aujourd'hui, la Centrafrique doit renforcer son jeu, renforcer son équipement et puis la formation de son armée, son équipement, mais également booster véritablement l'économie et fixer une date de départ de la MINUSCA.
Parce que s'il y a une date de départ de la MINUSCA, ça permet à la Centrafrique d'avoir un horizon de prise en main totale de son pays. Et c'est extrêmement important. Ce que nos partenaires français, occidentaux ne comprennent pas. En Afrique, nous ne sommes pas contre eux. Vraiment, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes pour le bonheur de nos peuples. C'est ça le sens des actions. Quand vous regardez tout ce que le président Touadéra fait, il est pour le bonheur de son peuple. Vous regardez ce que le président Assimi Goïta a fait, il est pour le bonheur de son peuple. Et ces gens-là ne sont pas contre la France. La France se radicalise en disant, ces gens-là sont contre nous. Mais personne n'est contre vous. Pourquoi vous croyez qu'on est contre vous? On vous demande simplement d'être correct. Est-ce que demander à quelqu'un d'avoir de la correction est une mauvaise chose? Je pensais que dans le monde actuel, il faut que tous les États comprennent que même les petits pays en population, en superficie, ont pas seulement des droits, mais ont des objectifs, font de la projection, visent à satisfaire les besoins de leur peuple. Donc je crois qu'aujourd'hui, après la levée de cet embargo, la Centrafrique doit aller progressivement et arriver d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine à demander le départ de la MINUSCA. Et éventuellement, si l'ONU y est disposée, à renforcer son aide, son soutien financier à la Centrafrique en transférant une partie des actifs financiers au fur et à mesure que les soldats vont, le personnel de la MINUSCA s'en ira, à transférer une partie de cette aide à l'État centrafricain sur une période de 2 à 3 ans pour que ce pays puisse se construire. Voilà, on aborde la dernière partie justement de cet entretien avec votre ouvrage Mpombo Kibon. Qu'est-ce que cela signifie déjà et en quelle langue? Écoutez, j'ai écrit ce titre, j'ai choisi ce titre en langue Bassa. Les Bassa, ils sont installés dans 25 pays à peu près dans toute l'Afrique. C'est une base intéressante pour les États-Unis d'Afrique, tout comme le Haoussa, le Swahili, qui sont des langues très répandues. Et c'est une boutade. Une boutade pour dire pourquoi, si je veux m'adresser à mes frères, à mes compatriotes, je dois utiliser une langue qui n'est pas la mienne. Donc c'est une boutade. Et toujours dans le sens, si vous voulez, de cette dynamique de rupture. Voilà. Donc c'est ce que ça veut dire. Pot Bokibon. Pot-Bokibon. Voilà. Alors, on va vous aborder des termes très intéressants d'ailleurs, qui intéressent la lutte panafricaine ou panafricaniste. Je vais rapidement citer quelques-uns, quelques thèmes. Problématique énergétique, l'utilisation des matériaux locaux en BTP, la pollution sonore en ville, polygamie et l'homosexualité, effet pervers de la brocante, de la friperie. En tout cas, vous parlez du franc CFA, la chefferie, médiocrité, le chaos, de la constitution, entre autres, précisément camerounaise. On va prendre au pif. Comme ça, Dr Yamb. Après, vous pourrez vous revenir de manière générale ou globale sur votre ouvrage. J'aimerais qu'on commence peut-être par un point qui interpelle un peu, beaucoup en tout cas, le peuple africain, polygamie et homosexualité. Alors, de quoi avez-vous parlé? Écoutez, de quoi nous parlons dans cet ouvrage? Il y a eu un débat qui a émergé au cours des 5 dernières années en Afrique où certains en sont arrivés à opposer polygamie et homosexualité. En disant la polygamie africaine, l'homosexualité elle est occidentale européenne. Et que, en fait, nous avons répondu à cette question par la polygamie. Ce débat est faux, il n'est pas bon. Parce que l'homosexualité n'est pas une considération chez nous du fait de l'organisation traditionnelle de nos sociétés. Nos sociétés s'organisent d'une certaine façon et il n'y a pas de place pour l'homosexualité, ça n'a aucun sens. Pour la plupart des Africains d'aujourd'hui, l'homosexualité c'est un crime contre l'humanité, aussi simple que ça. Maintenant, après, on peut vouloir faire le politiquement correct en disant mais c'est un crime contre l'humanité en Afrique, chez nous, et dans la plupart des pays d'Afrique quand même, malgré la domination occidentale, c'est un crime et c'est puni par la loi. L'homosexualité chez nous il n'y avait même pas de temps pour devenir homosexuel parce que dès la préadolescence, on commençait à envoyer le jeune homme dans sa famille, chez ses oncles maternels, et il y avait des choses qu'on vérifiait, est-ce qu'il commence à s'intéresser aux femmes dès qu'il a 16, 17, 18 ans. Et il s'intéresse aux femmes ou pas, on le menait partout là où il y avait les jeunes femmes, et
on s'attendait à ce qu'il s'intéresse à une femme. Il faut savoir que traditionnellement en Afrique, on se marie tôt. Oui. Et du coup, il devenait un homme. Oh, qu'est-ce que être un homme en Afrique? Être un homme en Afrique, c'est que le jeune homme qui avait à peine 20-21 ans, il se retrouvait marié, généralement. Ce qui veut dire, et il n'y avait pas de... Notre habitat est généralement, si vous voulez, ce n'est pas un habitat groupé, c'est un habitat isolé. Donc, il était installé quelque part, il avait une femme, on l'aidait à faire sa maison, et il commençait à avoir ses enfants. Il n'avait pas le temps de penser à ce genre de choses, parce qu'être un homme, c'est quoi chez nous? C'est avoir un mari, c'est avoir une maison, c'est avoir, être un homme, je veux dire, c'est être un mari, être un mari, c'est avoir une maison, c'est avoir des enfants, et c'est ne s'occuper que de ces gens-là. Du coup, vous n'avez pas le temps de ces plaisirs pervers qui, malheureusement, ne peuvent se faire lorsque vous vivez avec votre épouse. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces pays qui débattent quand même? Il y a des débats dans certains pays africains. C'est, si vous voulez, c'est l'impact de la culture occidentale chez nous. Nous n'avons pas encore suffisamment bien étudié l'impact de l'esclavage et de la colonisation sur nos traditions, nos cultures, sur nos peuples. Il faudrait que ces études-là soient menées. Nous prenons des débats qui ne nous concernent pas. Vous avez tous ces débats, par exemple, chez nous, sur le common law, sur le code Napoléon. Là, on n'a pas de la Constitution. On dira un mot là-dessus. Donc, vous avez des débats qui ne nous concernent pas, mais que des gens aliénés nous imposent via les médias occidentaux, justement. Parce que l'un des outils de contrôle des esprits et de domination culturelle de cet impérialisme culturel occidental, c'est les médias qui vous imposent des débats qui ne vous concernent pas. Donc c'était comme ça que l'homosexualité arrivait. La jeune femme qui était mariée à 17-18 ans, ou plus tard à 20 ans, mais elle n'avait pas le temps de connaître, d'aller courir après des femmes ou des choses comme ça. Elle avait une famille très rapidement dont elle devait s'occuper, elle avait un mari. C'était compliqué. On ne pouvait pas y arriver. Et cette rigueur de l'organisation sociale ne donne pas du tout d'espace pour que se développent des choses comme l'homosexualité. Et la polygamie, contrairement à ce que les gens disent, traditionnellement en Afrique, ce n'est pas le fait des hommes. Être polygame chez nous ne veut pas dire vous levez, vous marchez, vous laissez votre épouse à la maison et vous commencez à chercher toutes les femmes. Et dès qu'il y a une qui vous plaît, vous dites non, je vais l'épouser. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la polygamie chez nous. La polygamie chez nous est le fait des femmes. Nos sociétés sont matriarcales et matrilinéaires, mais les gens ont tendance à l'oublier. C'est les femmes qui ont une descendance, ce n'est pas les hommes. Et on a tendance à oublier ça. Donc les femmes, dans leur collège, voilà un autre élément extrêmement intéressant sur l'organisation institutionnelle de nos pays. Dans les pays traditionnels africains, il n'y avait pas les problèmes de quota des femmes. Les hommes et les femmes sont égaux. Et il y avait un collège des femmes et un collège des hommes. Et c'est ce collège-là qui discutait et dirigeait la société. Donc les femmes, par solidarité, se disent il faut que chacune d'elles ait une descendance. Au fond, les hommes devraient être furieux d'être dans la polygamie parce qu'ils sont utilisés par les femmes pour avoir de la descendance. Donc, c'est comme ça qu'elle faisait. Et c'est l'épouse qui était la première là qui choisissait la femme. Donc, qui venait généralement de celle-là pour qu'elle puisse avoir aussi sa descendance. Il y avait le cas où elle n'avait pas, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle choisissait une jeune femme qui devenait la deuxième épouse. Donc, c'était exclusivement le fait des femmes, un peu comme les jumeaux. J'entends des gens là en route qui disent « Ah, bon, moi j'ai fait les jumeaux, ma femme n'a rien fait. » La gémellité est le fait des femmes, ça n'a rien à voir avec les hommes. D'accord, poursuivons, revenons peut-être sur la problématique énergétique. Écoutez, c'est un problème sérieux qui se pose au Cameroun où, en réalité, nous avons le sentiment que les ministères qui se succèdent, les ministres qui se succèdent à la tête du ministère de l'eau et de l'énergie, en réalité, ne se préoccupent pas vraiment de la production de l'électricité au Cameroun. En fait, ça ne les intéresse pas. Parce que vous avez des gens qui dirigent un ministère et qui sont là et vous disent non, nous, la priorité, c'est l'énergie hydroélectrique. Mais monsieur, vous croyez qu'il y a un seul pays dans le monde qui s'est développé en faisant uniquement ou prioritairement de l'énergie hydroélectrique? C'est de l'énergie... Vous n'avez même pas de charbon à faire ici chez vous, donc c'est très polluant. Donc vous avez du gaz. Prenez la zone de l'Urbaba. Si vous mettez une centrale à gaz de 500 MW là, vous en avez pour 212 ans pour l'exploiter. Ce que ce gisement a comme gaz aujourd'hui, d'ici 212 ans, vous avez le temps de développer autant de technologies nouvelles et propres que vous voulez. Ouais. Mais vous développez d'abord. Le développement d'une centrale hydroélectrique prend entre 7 et 15 ans. Donc les Camerounais vont s'arrêter de vivre, attendre 7-15 ans pour avoir de l'électricité
alors qu'une centrale à gaz se construit en 24 mois. Quel est le problème de tous ces gens? Quelle est la stratégie qu'ils ont? Vous avez des gens qui se succèdent à la tête d'un ministère et pendant une trentaine d'années, le réseau se dégrade, tout le monde regarde et un beau matin, je me retrouve dans une réunion quelque part dans un bureau à Yaoundé et c'est là où quelqu'un me dit, un responsable me dit, vous pensez que on peut, pourquoi dans votre projet vous dites que vous pouvez soutenir la réhabilitation du réseau électrique? Vous dites, mais monsieur, on peut le faire. Et vous appelez vos partenaires devant lui qui disent, on peut mettre 350 à 500 millions de dollars là-dedans, mais jusque-là, les gens ne sont pas capables de suivre ce projet-là. Donc, l'industrie, c'est de l'énergie transformée. Et le développement économique a pour base l'industrie. Donc, si on n'a pas d'énergie électrique, mais comment on va faire? Je connais un promoteur qui veut simplement faire un abattoir quelque part. Mais ça fait 2 ans qu'il a besoin d'électricité, il a du mal à l'avoir. Bon, comment est-ce possible? Comment on va soutenir le développement industriel? Je connais des gens qui sont venus pour installer une usine, une ébénisterie, ils n'y arrivent pas. Des gens qui veulent faire de la promotion immobilière, il n'y a pas d'électricité. Alors qu'on a la solution, on peut le faire, c'est rien de compliqué. Vous construisez des centrales à gaz d'abord. Pendant ce temps, il y a le développement des centrales hydroélectriques. Et ça va faire un mix énergétique que vous allez gérer intelligemment pour pouvoir développer votre pays. Si les gens en sont là à ne pas suivre, à ne pas écouter les autres et à penser que être assis dans un bureau à Yaoundé, ça veut dire qu'on sait tout, on a tout vu, c'est ça qui fait problème. Parlons à présent de la Constitution. Vous parlez de médiocrité, le chaos de la Constitution. Vous êtes resté sur le cas précis du Cameroun. Mais nous avons une Constitution qui fait mal en réalité, parce que on a écrit une Constitution qui a, dès le début, quelque chose de tellement grave qu'on se demande comment des experts, nos experts en droit constitutionnel ont pu s'asseoir pour écrire ça et comment ça a pu passer à l'Assemblée nationale à l'époque, en 1996. Comment le président de la République a pu promulguer une telle constitution? Dans cette constitution, il a été écrit quelque part, et je crois que c'est au préambule ou au titre peint. Les us et coutumes ne doivent pas contredire la constitution. Mais c'est un scandale. C'est même une déclaration de guerre contre nos peuples. Nous avons des nations historiques, des États historiques qui existent depuis des millénaires. L'État du Cameroun n'a que 62 ans. Enfin, 65, puisqu'il a été créé en mars 57. Donc, nous avons quelque chose qui existe depuis 65 ans. Et on nous dit que cette chose-là, que nos us et coutumes qui existent depuis des millénaires, qui nous ont permis d'être là, ne doivent pas contredire cette chose. Il y a là trois, si vous voulez, ça nous amène à 3 considérations majeures. La première, c'est que, clairement, les constitutionnalistes camerounais disent que notre pays est géré par quelque chose qui vient d'ailleurs. Puisque ce n'est pas nos us et coutumes. Or, la loi, c'est quoi? Mais c'est les us et les coutumes. Puisque c'est les us et les coutumes qui définissent le permis et le défendu, l'illicite et le licite. Et il n'y a que dans les débats bizarres du monde français où la loi et la source de la loi sont des choses différentes. Mais la source de la loi, c'est elle qui donne la loi. C'est comme si vous disiez que le lit du fleuve et le fleuve, c'est 2 choses différentes. Comment est-ce possible? Le lit du fleuve et le fleuve, c'est différent, ça? Où est la différence? Le fleuve, c'est quoi? C'est l'eau qui coule. Et le lit du fleuve, c'est différent? Non. Le fleuve, c'est le lit du fleuve et l'eau qui coule. Donc, vous ne pouvez pas distinguer la source de la loi et la loi. Donc, les us et les coutumes, c'est ça la loi. Sauf que l'autre loi fondamentale vient dire que notre loi ne doivent pas la contredire. Donc, notre loi fondamentale vient d'ailleurs. Ce qui nous dénie la capacité d'initiative historique, dont nous n'avons jamais été dans l'histoire. Et les gens accréditent la thèse de Sarkozy qui dit qu'on n'a jamais été dans l'histoire. Et ces gens ne sont pas bêtes. Ils lisent nos choses, ils savent, et ils voient comment ils manipulent les gens ici. Et ça nous dénie la capacité politique. Nous n'avons pas la capacité d'organiser une société, un État. Pourtant, nous avons des États historiques qui existent depuis des millénaires. Et ça nous dénie l'initiative politique. Nous n'avons pas la capacité de démarrer, de construire, de structurer un État. Vous vous rendez compte? Comment on peut avoir une constitution néocoloniale à ce point qui vient dire que, parce que si nos lois ne doivent pas contredire cette chose, il est clair que tous ces constitutionnalistes, puisqu'on va relire ça tout le long de la Constitution, en fait, ils se réfèrent aux droits de ceux qui ont colonisé notre espace.
comment est-ce possible? Ça veut dire que notre constitution, dans son essence, est coloniale et rappelle la thèse de Morgan qui disait que les hommes sont classés en 3 niveaux. Il y a les sauvages, les barbares, les civilisés. Et vous vous souvenez de l'hymne, la première version de l'hymne national du Cameroun, nous sortions de notre sauvagerie pour entrer dans la barbarie. Donc, en fait, nos constitutionnalistes sont à ce niveau. Ils estiment que nous sommes des sauvages, incapables de construire un État. Et voilà la loi qui dirige le pays dans lequel nous vivons. Et vous avez des types qui sont célébrés pour l'avoir écrite. C'est un scandale incroyable. C'est peut-être à l'image aussi, hein. C'est pas seulement le cas du Cameroun, sur la plupart des États. Oui, bien sûr, de ces États où on parle le français et utilise le franc CFA. Et justement, vous avez parlé du franc CFA. Ça me permet de revenir peut-être sur une préoccupation d'un téléspectateur lorsqu'on abordait la question autour de la RCA, oui, qui se demandait pourquoi la RCA n'a simplement pas adopté peut-être une nouvelle monnaie, simplement pas créer sa monnaie. Parce que la RCA ne veut pas rester dans un ancien paradigme. La monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un paradigme dépassé. La monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une architecture centralisée. Or, nous sommes dans un environnement, si vous voulez, où le numérique est inéluctable, c'est-à-dire et qui va devenir la norme demain. Oui. Donc la Centrafrique utilise simplement le paradigme le plus à la pointe, le plus avancé de la science. Et le président centrafricain, c'est un expert en cryptographie, c'est un mathématicien. Donc il utilise ce qui est le plus à la pointe dans son domaine et qui a donné donc le Bitcoin. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est pour ça que toutes les banques centrales, on répond à notre ami, oui, toutes les banques centrales des plus grands pays qui vont à l'ONU et au FMI soutenir qu'il ne faut pas du tout, il faut condamner les crypto-monnaies, toutes leurs banques centrales sont en train de créer les monnaies, on appelle ça les monnaies numériques de banque centrale. Vous voyez comment les gens manipulent les autres? Donc c'est pour ça que la Centrafrique ne voulait pas rentrer dedans. Et ça crée trop de logistique. Il faut une imprimerie spécialisée, il faut transporter, c'est pas important. On fait le numérique, on fait ce qu'il y a à la pointe. On sort avec ce dernier point en ce qui concerne les thématiques abordées. La MAT est un outil de paix. C'est quoi exactement? Eh bien, la MAT, c'est... La MAT, ok. C'est le terme qui exprime la vérité et la justice dans l'Égypte antique. Ok. C'est une astuce qui a été trouvée à l'époque dans la construction sociale égyptienne pour limiter les injustices et l'arbitraire dans la société. Et pour que prévale toujours la vérité et la justice étant considérée comme la capacité de la société à répondre aux besoins fondamentaux de tous les citoyens. Oui. Se loger, se nourrir, se vêtir, s'éduquer, se soigner, et puis viendront d'autres besoins. Mais au moins cela de manière fondamentale. Dans un ouvrage que je peux conseiller, qui s'appelle Le Conte du paysan éloquent, les gens pourront le trouver sur Internet, il est en téléchargement libre, vous trouverez là-dedans un traitement de la Maat qui dans l'Égypte antique, qui montre comment, à partir d'un fait divers, un paysan qui est dépouillé par un fonctionnaire local, un haut fonctionnaire local, eh bien, comment est-ce que l'affaire va être traitée par les instances judiciaires de l'Égypte antique de l'époque, mais également par toutes les réflexions qui vont être menées sur la question fondamentale de la justice dans la société. Et cette affaire va arriver jusqu'au niveau du pharaon, parce que ça permet de balayer tous les niveaux, en fait, si vous voulez, de la justice sociale. Et l'un des éléments que je vais illustrer de l'injustice sociale aujourd'hui, c'est par exemple la question de la terre au Cameroun. Pourquoi la terre est censée appartenir à l'État, qui n'a que 65 ans, alors que les États historiques, les nations historiques sont là depuis des millénaires. La conséquence, c'est que l'État peut se permettre de dire, par exemple, nous donnons une concession forestière dans tel endroit. Oui. On trouve des villageois, on les débarque de là, ils sont complètement expropriés, on les envoie ailleurs. Et ces gens-là, malheureusement, l'exploitation forestière va gagner des milliards, va faire des milliards de bénéfices, et ces gens ne bénéficient de rien. Or, c'est leur terre. La garantie ultime en matière financière et bancaire, c'est la terre, c'est pas autre chose. Parce que c'est dans la terre qu'on va trouver de l'or, les matières premières et toutes sortes de choses. Et si vous construisez un immeuble ou une maison, vous ne posez pas ça dans l'air, vous posez ça sur la terre. Donc c'est la garantie ultime en matière financière. Allez prendre un prêt dans une banque,
partout, n'importe où dans le monde, vous aurez la garantie ultime qu'on va vous demander. Et donc, les gens là qui ont leur garantie ultime, c'est-à-dire la base de l'économie, on va les priver de cette base de l'économie et des gens vont se retrouver là à faire des milliards et eux à devenir pauvres. Or, on peut prendre cette terre et dire que c'est leur apport. Oui. Imaginez partout où on exploite le bois au Cameroun. Si les populations de ces villages avaient eu 20% simplement du capital de toutes ces entreprises, vous pensez qu'on aurait eu le problème qui s'est posé à Kribi où une dame qui est chef de village avait bloqué un camion? Pas du tout. Ces gens-là construiraient des écoles, des routes, des hôpitaux, des universités, du système. Notre pays serait développé. Imaginez tout ce qui est télécom aujourd'hui, partout où on a posé les antennes, que ces gens-là avaient 20% de toutes les entreprises de télécom de ce pays. Vous pensez que notre pays serait pauvre? Imaginez tous ces pays, tout notre pays, toutes ces grandes entreprises qui sont installées et que les gens auxquels les nations auxquelles appartiennent la terre avaient entre 15 et 35% du capital de ces entreprises qui s'installent sur leur terre. Il n'y aurait même pas de guerre dans le nord-ouest ou le sud-ouest, dans l'extrême nord, etc. Or, l'État pourrait faire jouer l'effet de solidarité nationale en prenant peut-être jusqu'à 65% là où il y a une très forte concentration pour reverser au reste du pays. Imaginez que cela se fasse dans tous les pays d'Afrique. Imaginez comment ça va changer le quotidien des gens. Donc, il suffit aujourd'hui de restaurer les cadres traditionnels de la gestion en Afrique pour que la rupture que nous appelons de tous nos voeux se fasse. Et ça, c'est parmi les choses dont nous discutons dans ce livre comme étant des propositions pour une Afrique nouvelle. Propositions pour une Afrique nouvelle. Alors, comment s'en procurer? Ben, écoutez, le livre, vous pouvez contacter les éditions Éclosion qui l'ont publié. J'ai choisi nommément les éditions Éclosion parce que c'est dirigé par une femme. Et comme nous sommes à la rupture et des perspectives pour l'Afrique, c'est la femme qui donne la vie. Et c'était bien que ce soit une femme qui accouche de ce livre-là. Et vous pouvez le trouver à Douala, à la librairie professionnelle, qui se trouve à Bali, vers le collège de l'Institut ISMA. Vous pouvez le trouver là-bas. Ou aller sur la page Facebook Bokibon et vous trouverez les contacts, les coordonnées que vous pourrez avoir. Il sera sur Amazon dans quelques jours. Voilà, merci à vous, docteur Yom Timba, d'avoir été notre invité ce jour dans le cadre du point du guest. Merci d'avoir partagé, du moins d'avoir pris de votre temps pour être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour cette autre invitation et c'est très gentil. J'espère que nos compatriotes ont apprécié et que nous continuerons les débats sur Internet. Bien sûr, nous continuerons les débats sur Internet et bien sûr sur les plateaux de For You Media. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout dans le cadre de ce programme. Restez bien sûr en compagnie des émissions, programmes sur For You Media, votre télévision panafricaine.